Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs, en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants? Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, des entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail. Sans tabou. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lucille Bataille, fondatrice de La Beauté. Lucille, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anaïs. Alors, tu es la fondatrice de La Beauté, une marque de cosmétiques très en vue qui propose des produits personnalisés et naturels. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast pour parler de ton parcours et de ta vie d'entrepreneuse. Tu as un doctorat en pharmacie que tu as mené de front avec un cursus à HEC. À quel moment est née cette envie d'entreprendre ? J'ai fait des études de pharmacie parce que j'aimais bien les plantes. Sur la fin de mon parcours, je me suis passionnée pour les cosmétiques, tout en me disant peut-être que je ne pourrais pas monter d'entreprise parce que si tu veux, il y a déjà beaucoup de marques, des entreprises extraordinaires, surtout en France, dans ce domaine-là. Mais j'ai quand même eu une petite étincelle à la fin de mon parcours. Je me suis dit, moi, j'avais l'habitude de travailler en pharmacie d'officine, donc de vendre beaucoup de dermocosmétiques plutôt. Et donc, si tu veux, j'ai vu qu'il y avait des clientes pour lesquelles malgré l'offre très large, je n'avais pas toujours le bon produit à leur proposer. Je me suis dit, il y a de la place peut-être pour des produits personnalisés. Et après, dans l'exécution, si tu veux, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'on fait déjà en pharmacie. Ce sont des préparations magistrales, donc des médicaments sur mesure. Et donc, j'ai pris ce savoir-faire de pharmacien. Je l'ai adapté à la cosmétique. Moi, j'avais appris à développer des produits de soins dans mon parcours à la fac de pharma. Et donc là, je me suis dit, banco, je suis mon rêve de petite fille et je vais créer un labo de crème plutôt et de produits cosmétiques personnalisés. J'avais l'intuition qu'il y avait des gens à qui cela pouvait correspondre. Je les avais rencontrés au comptoir de ma pharmacie. Et donc, sans beaucoup plus réfléchir, je me suis lancée. Et c'est une chance, tu vois, avec le recul, je me rends compte que c'est une chance de pouvoir faire quelque chose dont tu rêvais, que tout soit très clair dans ta tête. Tu vois, au moment où tu dois te lancer, j'ai pas beaucoup réfléchi pour choisir mon cursus, j'ai pas beaucoup réfléchi pour me lancer. Et c'est vraiment une chance parce que ça te donne des ailes et c'est assez cool, en fait, d'avoir ça. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile au lancement de La Beauté ? Ce qui a été difficile, mais rétrospectivement, parce que sur le coup, tu es dans le feu de l'action, tu t'en rends pas compte. En fait, de m'attaquer à trop de sujets en même temps, ça a été super dur parce que, si tu veux, les 2 premières années, j'étais certes seule, mais sur des sujets assez limités, un périmètre très, très clair et très limité. Ton concept de marque, tes produits avec ta R&D, donc assez clair. Et ensuite, par contre, pour me lancer, si tu veux, j'ai ouvert un business retail avec une boutique. C'est hyper compliqué du choix de ton emplacement, recrutement de ta team, mais même, tu sais, c'est des trucs, c'est jusqu'à choisir le bon logiciel de caisse qui soit intégré avec ton back-office e-commerce. Enfin, ça paraît rien, mais en fait, quand tu mets tout bout à bout et que tu es encore toute seule, c'est super compliqué. Donc, lancer du business retail en même temps qu'un business e-commerce sur un sujet où c'est des crèmes personnalisées, donc trouver le bon modèle pour que tu arrives à le vendre en ligne avec un diagnostic. Tout ça, ça faisait beaucoup, en fait, de lancer tout ça en même temps. Et rétrospectivement, c'était un peu compliqué, ouais. Est-ce que tu aurais peut-être refait ça différemment si tu savais ce que tu sais maintenant ? Je pense que j'aurais pris le temps de très, très bien m'entourer. Parce que moi, j'ai le gros défaut, qui est aussi une qualité, mais c'est que je veux faire par moi-même. Donc, comme je travaille beaucoup et que j'ai la tête à peu près bien faite, si tu veux, j'arrive à craquer pas mal de sujets. Mais le temps que cela me prend versus le temps que me prendrait de trouver un super bon profil, plus compétent que moi, tu vois, ça je pense que je ne l'ai pas bien arbitré, mais parce que je n'avais pas l'expérience de ça, en fait. Donc oui, je referais différemment en peut-être mettant un petit peu plus de temps à le lancer, mais en utilisant ce temps-là pour m'entourer des bonnes compétences. Parce qu'en plus, quand tu es dans le feu de l'action et que tu es très dans l'opérationnel, choisir ton logiciel de caisse et ton emplacement, tu vois, je reprends ces exemples parce que ça m'a un peu traumatisé cette première recherche de logiciel. Quand tu es dans le feu de l'action, tu fais et tu n'as absolument plus aucune bande passante pour prendre du recul et te dire ok, je prends le temps de recruter, en fait. Recruter prend énormément de temps.
Et c'est un temps qu'on ne valorise pas assez, qu'on ne priorise pas assez, je pense, quand on lance une start-up. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout fait suffisamment. Parce qu'on n'est pas aussi prêt à prendre ce temps-là, parfois. Mais en fait, c'est comme ça que ton temps est très, très bien utilisé au démarrage. Donc ça, c'est quelque chose que je referais très différemment, je pense. Et c'est ce qui te permet aussi de déléguer par la suite. Mais est-ce qu'on sait comment recruter aussi quand on se lance ? Non, c'est pas évident du tout. Et peut-être particulièrement quand on a mon profil, c'est-à-dire que quand je me suis lancée, j'avais 27 ans. J'avais des expériences en entreprise, mais dans des typologies d'entreprises très spécifiques. Moi, j'ai travaillé pendant toutes mes études dans des pharmacies d'officine, qui sont des sociétés toutes petites en général. Et j'ai fait seulement quelques stages en entreprise. Mais si tu veux, je n'avais pas du tout d'autres expériences que ça. J'ai moi-même été très peu salariée, du coup, tu vois. Donc, c'est des problématiques auxquelles j'étais pas forcément très sensibilisée. Et tu te lances tout de suite après tes études. Il y a plein de choses qui sont formidables parce que tu as une insouciance qui te donne une force. Parce que tu penses que tout est possible. Justement, tu ne vois pas les difficultés. Donc, elles ne t'arrêtent pas, par définition, puisque tu ne les vois pas. Mais l'expérience t'aide à en voir certaines. Et donc, du coup, mieux t'organiser, mieux te processer probablement. Et pour moi, mes difficultés, ça a été d'essayer d'apprendre plus vite que la vitesse de mon cash burn. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais donc, une fois que tu as compris, OK, c'est pas à moi de monter en compétence dans tous les sujets. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de te dire, OK, j'identifie les compétences dont j'ai besoin. Mais ça, je dirais que c'est la plus facile. Et ensuite, ce qui m'a pris le plus de temps, moi, c'est d'identifier, en fait, quel est le mindset qu'il faut que mes salariés et collaborateurs aient pour que ça marche avec moi. Et ça peut paraître, quand tu es dans une petite entreprise, nous, maintenant, on est 6, tu vois, donc on est petits, on a été beaucoup plus nombreux à un moment, et là, on a vraiment resserré un petit peu les effectifs. Quand tu es 6, il faut que tu t'entendes bien avec les gens qui viennent travailler chez toi. Parce que je pense que c'est pas forcément vrai dans une plus grande entreprise. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. Et donc, ce que je dis concerne vraiment plutôt des entreprises qui ont ma taille. Moi, pendant longtemps, j'ai voulu être exemplaire sur plein de choses en me disant, bon, bah voilà, on attend de moi en tant que chef d'entreprise, que je sois comme ci, comme ça, tu sais. Bon. Et en fait, ça marche pas parce que naturellement, si c'est pas ta nature profonde, bah tu n'y arrives pas. Et donc, ça crée un décalage entre ce que les gens que tu as recrutés projettent de toi et ce que tu es vraiment. Et ça ne marche pas. Dans une petite équipe, ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux s'intéresser à voilà, quelles sont les personnalités avec qui ça match. Et ça ne matche pas avec tout le monde. Et il faut l'accepter. On associe très souvent l'entrepreneuriat à la performance. Que t'évoque cette notion de performance ? Quel est le rapport que toi t'entretiens avec la performance ? Moi, j'aime bien la notion de performance parce que je l'associe pas du tout à quelque chose de négatif. Parce que en fait, je pense que tu es performant dans ton travail, j'entends, si tu as les bonnes compétences, OK. Mais si tu as, en fait, tu arrives à avoir le bon rendement, tu vois. Par exemple, une machine qui est performante, c'est une machine qui va avoir un bon rendement. OK. Et si tu transposes ça avec toutes les limites qu'il faut à l'exercice, quoi, on n'est pas des machines. Mais si tu te mets dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que tu travailles sur un sujet que tu aimes, qui te passionne, tu as la bonne compétence. Je veux dire, on te lâche pas sur des sujets que tu ne sais même pas aborder correctement, dans lesquels, eh bien, en fait, tu arrives naturellement à être performant. Et je trouve, enfin, moi, je sais que j'aime bien me dire, OK, comment est-ce que je m'organise pour être efficace ? Moi, j'associe la notion de performance à efficacité. Et si tu mets de l'efficacité dans ton travail, quelque part, tu y passes le minimum de temps avec le maximum de résultats. Et moi, je trouve que c'est assez cool comme façon d'aborder la chose, parce que du coup, tu optimises ton temps. Moi, je suis un petit peu obsédée par le temps parce que j'ai envie de faire plein de choses. Et donc, du coup, j'ai envie de passer la bonne quantité de temps à faire chaque chose. Et donc, la performance, si tu essaies d'avoir des résultats, eh bien, tu te mets en condition d'avoir un bon ratio temps passé, résultat obtenu. Et donc, mais bon, moi, j'ai un esprit très cartésien, tu vois, donc je l'aborde comme ça. Mais s'il y a un des paramètres, c'est-à-dire que tu n'es pas passionné,
où tu n'es pas fait pour le job d'un point de vue opérationnel ou compétences, tu n'as absolument pas les bonnes compétences, là, du coup, tu vas te mettre toi-même ou mettre quelqu'un que tu recrutes dans le cas en difficulté. Et là, du coup, la performance va s'associer à du temps passé, mais du temps passé pas productif. Et donc, une notion d'échec un peu. Tu mets la personne ou toi-même en échec. Et donc, du coup, effectivement, il n'y a pas de performance, mais tu cours après parce que faut quand même le faire. Et il n'y a pas de résultat. Et donc, ça crée des situations qui peuvent être assez angoissantes, en fait, et stressantes pour les personnes qui les vivent. Donc, c'est vraiment mettre les bonnes personnes avec les bonnes compétences au bon endroit, quoi. Ouais, bonnes compétences, bon endroit et sur des sujets qui te parlent. En fait, je pense que tu finis par être stressé dans ton boulot si tu bosses pas sur les bons sujets, dans le bon écosystème. Mais quand tu as la chance de travailler dans un sujet qui te passionne et qui t'épanouit, et bien, souvent, tu es naturellement performant, rarement stressé, même si tu peux te mettre un peu d'autopression parce que tu as envie de réussir. Et à contrario, en fait, si tu es dans un écosystème qui ne te convient pas à 100% pour plein de raisons différentes, hein. Ça peut être effectivement, tu n'as pas tout à fait les compétences qu'on attend de toi, mais parce qu'on t'a... je veux dire, il y a eu un mismatch au moment du recrutement, quoi. Mais c'est pas forcément de ta faute. Donc, t'as pas les bonnes compétences ou on t'en demande peut-être un peu trop et donc du coup, tu n'arrives pas à exécuter dans le temps qui t'est imparti. Voilà, mais sinon, dans l'absolu, je crois pas que la performance soit forcément négative. Et du coup, est-ce que pour toi, cette performance, cette efficacité que tu vis tous les jours, est-ce que ça te permet aussi d'avoir une vie plus équilibrée entre ta vie perso et ta vie pro? Après, honnêtement, je pense que si on regardait le nombre d'heures que je travaille, on me dirait: «Oh là là, tu pas du tout assez de temps pour toi» et cetera. Mais moi, je me sens parfaitement équilibrée, épanouie, même si je bosse énormément. Encore une fois, parce que je suis passionnée par ce que je fais et les sujets et le domaine et le goal, tu vois, que je veux atteindre. Moi, si tu veux, la frontière entre le travail, ma vie pro et ma vie perso, extrêmement théorique. J'ai appris, si tu veux, à être extrêmement exigeante vis-à-vis de moi pour faire certaines choses. Par exemple, le sport. Alors, je ne suis pas une énorme sportive ni une marathonienne, mais j'ai besoin de faire un certain nombre d'heures de sport toutes les semaines pour... alors, tu vas vraiment me prendre pour quelqu'un qui calcule tout, mais c'est un peu ça quand même. En fait, quand tu fais du sport, tu libères des endorphines. Tes endorphines te font du bien. Et donc, moi, je dois avoir ma dose d'endorphines par semaine. Ce qui me fait beaucoup de bien aussi, c'est de passer du temps avec mes amis et ma famille parce que je rigole beaucoup. Ça me recharge les batteries. Je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, que voilà, ces choses-là, le sport, la famille, les amis et l'alimentation, me permettaient en fait de recharger très vite les batteries. Et c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de qualité des moments. Et à aucun moment, tu as eu besoin de sacraliser ces moments entre amis, en famille, parce que tu trouvais que tu travaillais trop? Peut-être que j'aurais dû, parce que c'est vrai que ma famille, mes amis m'ont déjà dit que je bossais trop et que je passais pas assez de temps avec eux. Donc peut-être que je l'ai fait naturellement. Enfin, mais c'est toujours un peu rétrospectivement. En tout cas, dans mon cas, c'est vrai que quand même, les 3 premières années, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus passé de temps à travailler et peut-être avec moins d'efficacité et de performance, je ne sais pas, que les années suivantes. Mais en tout cas, on m'a dit après coup, ah oui, non, mais on sent que tu es un peu plus cool. Mais probablement que peut-être de façon inconsciente, je me suis mise à plus sanctuariser ces moments-là, je ne sais pas. Et est-ce que tu as d'autres rituels? Tu parlais du sport, tu parlais de ces moments aussi de rire en famille et entre amis. Est-ce que tu as d'autres rituels, des petites choses qui au quotidien te permettent de repartir du bon pied ou tu vois, de bien commencer ta journée? Je n'aime pas les choses répétitives et c'est peut-être pour ça que j'aime l'entrepreneuriat, parce qu'aucune journée ne se ressemble. Donc, je n'ai pas de rituel. Tu vois, le matin, je me lève, je médite et tout, je fais pas ça. Mais au quotidien, par contre, de façon beaucoup plus micro, ce qui va me faire du bien, c'est quand j'ai un coup de mou ou là, je me fais des... Et c'est ça l'expérience, ce qui est assez cool, c'est que j'essaie de prendre du recul en me disant: «OK, t'as vu pire». Et donc là, ça me détend beaucoup, je respire un bon coup et en général, je relativise beaucoup mieux et ça me fait du bien. Donc c'est pas du tout ton rituel bien-être, peut-être auquel tu pensais en me posant la question, mais cette capacité à prendre du recul
en essayant de relativiser un petit peu ce qui m'arrive, m'aide beaucoup pour repartir du bon pied, ouais. Et est-ce que relativiser, c'est ce qui te permet aussi peut-être d'affronter les échecs? Si tu arrêtes ta chronologie au premier moment où tu n'as pas réussi à faire la chose, bah c'est un échec. Mais si tu la regardes quelques mois après ou quelques années après et que cette chose que tu n'as pas réussi à faire t'a permis de faire quelque chose d'autre, qui te correspond a priori forcément mieux, tu vois, si tu as tiré les leçons de cet échec, eh bien finalement, tu gommes complètement la notion d'échec et tu te mets dans une logique plutôt d'apprentissage pour atteindre tes objectifs qui sont en fait très mouvants parce que plus tu avances, plus tu apprends à te connaître et plus tu comprends ce qui te correspond bien et ce qui te correspond moins bien. Et puis, tu grandis en fait grâce à tout ce que tu n'as pas réussi à faire du premier coup. Qu'est-ce que tu retiens de cette vie d'entrepreneuse? Moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter que tu ne peux pas plaire à tout le monde. J'ai eu beaucoup de mal à créer l'équipe que j'ai aujourd'hui. Je me rends compte, on parlait en introduction de mindset. Je match très, très bien sur une petite équipe avec des gens qui sont entrepreneurs. Ça, je l'ai appris et c'est passé par des phases qui sont très douloureuses parce que quand tu ne réussis pas un recrutement, souvent derrière, tu crées des mauvaises conditions, surtout pour la personne que tu as recrutée, qui n'est pas au bon endroit, dans les bonnes conditions. Donc, ça crée du stress, ça crée des situations qui sont parfois difficiles. Et au début, je me suis dit, bon, je suis mauvaise. Je suis une mauvaise manager, je suis une mauvaise RH, tu vois, je ne sais pas recruter les gens. Donc, ça a été une période qui n'a pas été facile. Comment est-ce que toi, tu qualifierais ta charge mentale d'entrepreneuse? Que ce soit à la fois dans ta vie perso et ta vie pro. Est-ce que c'est pesant pour toi? Est-ce que c'est gérable? Est-ce que tu la maîtrises parfaitement? J'ai la chance de pouvoir déléguer à d'autres personnes. Donc, peut-être que c'est ça la clé, c'est de savoir, et ça marche probablement dans le perso aussi, si tu sais t'appuyer sur les bonnes personnes, que ce soit ton entourage, ou, eh bien, peut-être que ça participe à pouvoir compter sur les autres. Ça doit participer à bien t'équilibrer, je pense. Mais moi, j'ai la chance de ne pas souffrir de ça. Je n'ai pas le sentiment d'avoir une énorme charge mentale. J'ai beaucoup de chance, je pense. Et est-ce que tu aurais un conseil, le conseil peut-être que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancée dans l'aventure La Beauté? Est-ce que tu peux le partager à celles et ceux qui nous écoutent? C'est une chance de pouvoir se donner l'opportunité de faire ce qu'on aime et ce dont on rêve. Et il y a 1000 formes d'entrepreneuriat. Moi, je rêvais de faire un labo, j'ai fait un labo. Mais il y a des gens qui peuvent avoir besoin et envie d'entreprendre pour être plus libres de travailler où ils veulent, plus libres. Tu vois, pour des gens, c'est peut-être plus important que pour moi. Et se donner l'opportunité de faire ce dont on a vraiment envie, et d'organiser sa vie de telle sorte qu'elle nous épanouisse, ça, je pense que c'est assez cool de se donner l'opportunité de le faire. Je trouve que l'entrepreneuriat est un exercice extrêmement violent et difficile, hein. Super, super difficile. Mais en même temps, no pain, no gain. Enfin, moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Et comme ça m'épanouit par ailleurs beaucoup, j'y trouve mon compte. Mais il faut trouver le temps, du coup, de cette introspection et trouver les ressources pour être capable de savoir ce dont on a envie. Et du coup, de tenter. Ouais. Ça va être le mot de conclusion, tenter. Oui, absolument. Ça, quoi qu'il arrive. Canon comme conclusion. Et ben, merci beaucoup à toi, Lucille, pour ce temps. Merci, Anaïs. Et puis, merci à vous toutes et toutes pour votre écoute. Ce podcast vous a été présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages? Écoutez les autres épisodes dans Off. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.